Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle masterclass organisée par l'école 3IS. Je suis Mathieu Lamotte, responsable pédagogique de la filière réalisation audiovisuelle. Et aujourd'hui, je suis en compagnie de Christine Vaillant, responsable pédagogique de la filière communication audiovisuelle et digitale. Aujourd'hui, nous recevons deux créateurs de contenu. Donc d'un côté, nous avons Jérémy Lannes du mouvement ECHO. Et l'autre disposant déjà d'une communauté sur YouTube, Édouard Rétro Découverte, qui parle du rétro gaming, comme son nom l'indique. Nous vous recevons à l'occasion de notre nouvelle masterclass créateur de contenu, un vrai métier. Bonjour à tous et bonjour à tous les deux. Donc, je suis donc Christine Vaillant, responsable de la nouvelle filière communication audiovisuelle et digitale. Cette filière a pour but de former justement les créateurs de contenu de demain en capitalisant sur les infrastructures et les compétences audiovisuelles de 3IS. Donc, nos futurs diplômés seront à même de produire du contenu pour les marques, pour les médias, en son, en image ou en vidéo, et tout ça pour le digital, c'est-à-dire sur tous les canaux de communication digitaux, donc les réseaux sociaux, les sites web et les plateformes de vidéo. Et Jérémy, justement, je crois que c'est ton ambition de te lancer en tant que créateur de contenu. Tu peux nous en dire un peu plus sur ce projet ? Oui, bien sûr. Donc, le projet ECHO s'articule en deux axes. Le premier, c'est le développement d'une série qui est une fiction basée sur le réel avec un petit peu des notes documentaires. Et de l'autre côté, pour venir structurer la série, avec mon associé, on a créé une association qui s'appelle le Mouvement ECHO et qui aura pour but de fédérer les spectateurs et les acteurs du changement qui seront nos partenaires, avec l'objectif de transformer les spectateurs en acteurs du changement. Et donc là, on a travaillé simplement sur un storyboard, on a fait une BD animée pour vous expliquer avec une allégorie du jardin un petit peu la genèse du projet. C'est simplement une analogie. Bien entendu, la série ne sera pas le reflet exact de manière littérale de la série, parce que la série s'appuie sur une œuvre beaucoup plus grande, beaucoup plus universelle, et ça va être la Divine Comédie de Dante. Il faut qu'il y ait déjà une compréhension des enjeux actuels dans un premier temps, ensuite comprendre qu'il y a des solutions derrière pour pouvoir les appliquer. Édouard, de ton côté, tu as une chaîne YouTube qui parle de rétro gaming. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du coup de ton métier de créateur de contenu? Donc quel est ton concept? Qu'est-ce que tu fais sur cette chaîne? Alors, effectivement, moi, je parle principalement de rétro gaming, c'est-à-dire de vieux jeux vidéo des années 80-90, principalement en fait la génération de mon enfance. Sauf que j'ai fait une école d'audiovisuel. Je suis passionné effectivement par le cinéma, par la mise en scène, par travailler avec des comédiens, tout ça. Et j'ai réussi, alors ça s'est fait très progressivement au fil des années, j'ai réussi à lier ces deux passions qui sont le fait de transmettre un petit peu l'histoire du jeu vidéo, parler des vieux jeux, de comprendre l'évolution de ce média qui m'inspire énormément. Et cette deuxième passion qui est donc la mise en scène, le fait d'écrire, d'imaginer de la fiction, de la tourner. Et du coup, mon concept il ressemble un petit peu au Joueur du Grenier. Il y en a peut-être qui connaissent le Joueur du Grenier, je pense que oui. Donc ce concept qui est ce mélange effectivement entre jeux vidéo et scène de fiction. Sauf que le Joueur du Grenier, c'est dans un ton très très humoristique. Nous, on a plus un ton un peu plus nostalgique, un peu plus émotionnel. Voilà, le ton est très différent, mais c'est vraiment, ça se ressemble énormément. Donc c'est ça, notre concept, c'est parler de rétro gaming en racontant, maintenant, il y a complètement, là vous le voyez avec les personnages, donc il y a un côté web-série vraiment dans notre proposition où tu suis aussi ces personnages qui parlent de vieux jeux. Comment tu t'es lancé en fait? Quel a été ton point de départ et comment ta communauté a évolué à travers le temps justement? Alors moi je me suis lancé sur jeuxvideo.com, je suis sorti d'école de cinéma, j'ai commencé à travailler pour la télé, pour des émissions comme Qui veut gagner des millions, Un dîner presque parfait, des trucs où je m'amusais comme un fou. Non, c'est pas vrai. J'avais très envie, comme vous, j'imagine, j'avais très envie de faire quelque chose, de créer. Donc, on fait une école de cinéma dans l'espoir de faire du contenu, ensuite d'être créatif.
Et où est-ce qu'on peut être créatif aujourd'hui sans avoir de barrières pour pouvoir se lancer? Et ben, c'est Internet. C'est une plateforme qui est absolument, en tout cas YouTube est une plateforme qui est absolument formidable pour ça. Du coup, j'ai commencé sur jeuxvideo.com et j'ai très vite migré sur YouTube pour diverses raisons. Et au fur et à mesure, au fil du temps, on arrive à avoir du budget, ça fonctionne, on commence à avoir de l'argent, donc on commence à s'entourer. Parce qu'au départ, on est tout seul, on maîtrise tout un tas, enfin on gère tout un tas de corps de métier qu'on ne maîtrise pas, le son, l'image, être à l'aise devant une caméra, écrire, tout le montage, tout ça, enfin la post-production. Voilà, c'est plein de choses qu'on essaye de bricoler. Et puis petit à petit, quand on commence à avoir du budget, on embauche un monteur, on se rend compte qu'il fait quand même le travail bien mieux que nous. On embauche un chef opérateur. Mathieu a fait chef opérateur pour pas mal d'épisodes de Rétro-Découverte. On se rend compte qu'il fait bien mieux le travail que nous. Et puis au fur et à mesure, on commence à s'entourer, à avoir une équipe et à avoir un produit qui est de plus en plus qualitatif. En tout cas, c'est le but avec Rétro-Découverte. YouTube est une plateforme où il y a déjà énormément de YouTubeurs qui parlent du rétro gaming, que ce soit le Benzaï, que ce soit du joueur du grenier, comme tu disais tout à l'heure. Comment tu as réussi à trouver ta place? Est-ce que tu penses que c'est la partie fictionnée, justement, qui a fait que tu as réussi à te démarcher? Alors la première chose, c'est que j'ai eu la chance de commencer il y a 10 ans maintenant. Et ça joue énormément. Je ne veux pas vous décourager si jamais vous avez l'intention de vous lancer sur des plateformes. Mais c'est vrai que ceux qui ont commencé il y a 15-20 ans, c'était l'Eldorado, YouTube. En tout cas, je parle de YouTube, de la plateforme sur laquelle je suis. C'était l'Eldorado parce que voilà, c'était le Far West. Il n'y avait rien, il y avait tout à proposer. N'importe qui faisait un contenu un minimum qualitatif, un minimum drôle, trouvait très rapidement un public, ça allait très vite. Moi, quand j'ai commencé il y a 10 ans, il y avait encore un petit peu cet élan, mais on commençait à être de plus en plus nombreux, hein, et donc c'était dur de se démarquer. Aujourd'hui, c'est très compliqué. Ce n'est pas impossible, bien entendu. Il y a plein de chaînes qui émergent tous les jours. Ce que je souhaite à tous ceux qui se lancent sur ces plateformes-là, que ce soit YouTube, TikTok, Twitch ou tout ce que vous voulez. Mais pour revenir à ta question précise, oui, comment je me suis démarqué? Ça s'est fait très progressivement, mais je pense qu'effectivement, nous, notre patte dans Rétro-Découverte, dans cette émission, c'est le fait de proposer de la fiction, c'est ce côté web-série, surtout que je crois qu'on en parlera peut-être un peu après, mais faire de la fiction sur YouTube, c'est très compliqué parce que ça coûte déjà de l'argent, il faut embaucher. Si tu veux faire un truc un minimum qualitatif, il faut quand même que tu sois entouré d'une équipe. Alors tu peux ne pas les payer, hein, tu peux avoir tes potes qui t'aident, etc., bénévolement, des étudiants, mais ça peut marcher qu'un temps, ça. Au bout d'un moment, il faut quand même que chacun y trouve son compte. C'est pas ce que les gens recherchent. Aujourd'hui, il y a des plateformes tellement qualitatives. Netflix, comment tu veux concurrencer un Netflix et les budgets qu'ils ont? Comment tu veux concurrencer Amazon Prime, tout ça, c'est très très compliqué. Donc forcément, les gens ne viennent plus sur YouTube dans le but de voir de la fiction. Vraiment, la fiction sur YouTube, ça se casse la gueule. C'est rare maintenant les chaînes de fiction qui fonctionnent. Et en plus, ça prend beaucoup de temps parce que c'est les tournages comme là, vous en voyez là, ça se prépare bien entendu. Il faut aller voir son chef opérateur, faut tout organiser, caler les plannings, etc. C'est beaucoup plus compliqué qu'allumer sa caméra, se retrouver devant sa caméra et parler de son sujet. Moi, je pourrais parler de rétro gaming, allumer ma caméra et dire voilà, aujourd'hui, je vais vous parler de ce jeu, qu'est-ce qu'il a eu comme impact à son époque, etc. Et ça me coûterait moins cher, ça me prendrait moins de temps. Voilà, c'est ma passion, j'adore ça, j'adore imaginer ces histoires, travailler avec les comédiens, les techniciens, etc. Et je pense que, comme tu le demandais, je pense que ça fait aussi notre identité sur YouTube. Voilà, ce côté web-série, mélange web-série, gaming, les gens sont attachés aux personnages. Moi, il n'y a pas un commentaire qui me fait plus plaisir, parce qu'on lit nos commentaires, forcément, les gens qui interagissent dans l'espace commentaire, il n'y a pas un commentaire qui me fait plus plaisir mais je suis plus là pour le côté fiction que pour le côté jeu. Il y a des personnes qui suivent plus la partie fiction que la partie jeu, et ça me fait extrêmement plaisir. Donc je pense que c'est ce qui nous démarque, et c'est notre identité, c'est effectivement tout ce côté fiction, quoi. Quand vous vous êtes lancé, est-ce que vous vous êtes dit, c'est un métier passion, on se lance, peu importe ce qui se passe et on voit ce que ça donne, ou est-ce qu'il y a eu vraiment une réflexion sur le public cible, le marché, etc. Dans le cadre du projet Echo, étant donné que c'est un projet social, c'est un peu différent qu'Edouard. Nous, on souhaite toucher le plus de monde finalement. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait plutôt une étude empirique, c'est-à-dire qu'on a été sur le terrain. On a été posé la question si des sujets prenaient, sur les sujets sociétaux, surtout existentiels, en fait. Nous, on a pris le pouls avec les étudiants, avec les différentes générations aussi. Donc, bien souvent, on pose la question à sa famille, à ses grands-parents, à ses parents. On voit un petit peu les sujets qui leur touchent.
Moi, typiquement, voilà, ma grand-mère, elle va pas s'intéresser à des sujets existentiels, des sujets sociétaux. Elle voit que la télé, elle voit que les médias. Elle voit, donc elle a une vision biaisée potentiellement de la réalité. Mes parents, ça va être pareil. Ils ont une vision un peu biaisée, mais ils commencent à se dire, ah oui, il faut que ça change. Et les jeunes, les jeunes, c'est surtout à eux qu'on veut s'adresser. Parce que aujourd'hui, ils perdent un peu l'espoir. Et l'objectif, c'est de leur redonner espoir, de dire qu'il y en a qui s'activent en coulisses pour essayer de changer les choses par les mentalités qui vont faire aboutir après un changement de comportement. Et après, on pourra aller voir si on peut aller faire mieux que ça, que simplement des comportements individuels. Et donc, vraiment, comment on définit le public dans le cadre du projet ECHO, c'est plutôt par l'approche empirique. Pour moi, ça s'est pas du tout conscientisé de me dire, si effectivement il y a 10 ans tu m'avais montré ces images, je me suis dit, waouh, mortel, on va avoir des équipes comme ça, on va bosser, on va être un vrai tournage, quoi. J'aurais trouvé ça mortel, donc ça, à aucun moment ça a été conscientisé. C'est vraiment tombé sur nous par la force des choses et puis au fur et à mesure des productions de vidéos. Parce que voilà, ça c'est aussi une petite fierté. On est devenu, nous, notre structure, on est devenu une vraie boîte de production audiovisuelle, c'est-à-dire qu'on réfléchit à des vidéos et une fois qu'on a le concept et tout, on se dit faut les mettre en place, donc on budgétise combien on va avoir besoin, combien il faut embaucher, est-ce qu'on a besoin de beaucoup de monde, pas beaucoup de monde, tout ça. Et petit à petit, au départ, tu commences, moi ça a commencé, donc comme je le disais tout à l'heure, j'étais tout seul, puis tu as un chef opérateur qui aime bien ton travail, qui te contacte, qui dit si un jour tu as besoin d'un chef opérateur, je serais content de bosser avec toi. Donc toi tu te dis ok, mais alors combien tu prends, etc. Il t'annonce le tarif, donc tu bosses avec un chef opérateur, tu dis tiens, pour que ce soit bien, il faudrait que j'ai un ingé son aussi. T'embauches un ingé son, voilà, donc tu fais ton premier tournage comme ça, tu te dis tiens, c'était pas mal. Puis il y a un autre tournage, tu vas réembaucher chez un chef op, un ingé son, tu te dis tiens, tant qu'à faire, si j'avais 2 vrais comédiens au lieu de jouer moi qui joue comme un pied et mon pote que j'emmerde à venir dans les vidéos, je vais embaucher 2 comédiens, puis ça marche super bien. Et puis voilà, et au fur et à mesure, mais ça là je te résume ça en quelques lignes, mais bien sûr ça prend des années, tu fais des tournages de plus en plus grands aussi parce que tu as envie de te challenger. Au départ, tu as fait ça, tu te dis c'était cool, mais qu'est-ce qu'on peut faire après d'encore plus grand, d'encore plus chouette pour aller encore un peu plus loin. Et au fur et à mesure, en fait, maintenant, aujourd'hui, c'est vrai qu'on est devenu une petite boîte de production audiovisuelle. On en est super fiers et on va dire qu'on est 2 personnes, en gros, à peu près, à travailler à temps plein dans la boîte. Et dès qu'on a les tournages, là, par contre, on embauche tous les intermittents du spectacle, les techniciens, etc., pour les tournages. Et ça s'est fait vraiment de manière très progressive et ça n'a jamais été conscientisé. C'est venu par la force des choses parce qu'il y a un besoin à un moment donné. Tu penses à une vidéo, quels sont les besoins, et puis ça va en augmentant petit à petit. Jérémy, je me pose une question. Tu étais cadre avant chez Danone en tant que responsable EPM. Donc, comment on passe d'un statut cadre, on va dire confortable, à la création d'un projet éthique et sociétal, qu'effectivement, en plus, ECHO est une série gratuite, éducative, interactive. On n'est pas du tout sur le même domaine, là. En étant consultant, j'étais un pur produit du capitalisme. Et donc, oui, je l'ai fait pour la sécurité, un petit peu comme à l'image du titre rappel de Vald. Il dit les études, parlons des études, fais-le pour la sécurité. Oui, je l'ai fait pour la sécurité avant tout, parce que mes parents ils me disaient, voilà, il faut que tu aies un travail, et tu vois, la comptabilité, ça fonctionne bien, ça gagne bien, tu es bien rémunéré, comme ça tu vas pouvoir réussir ta vie en étant bien rémunéré, avec le modèle traditionnel, tu vas pouvoir t'acheter une voiture, une maison, partir en vacances. Donc ouais, c'est très bien, mais aujourd'hui, il y a une réalité qui est différente. Et lorsqu'on prend conscience de ces enjeux, il y a un autre phénomène qui arrive, et c'est le phénomène d'intégrité. Est-ce qu'on s'intègre à cette place? Est-ce que les finalités pour lesquelles on travaille, les motivations pour lesquelles on travaille, sont intègres et éthiques? Et tout de suite après, il y a la question de sens. Est-ce que finalement ce métier fait du sens pour moi? Alors, je dénigre pas forcément le métier que j'avais, parce que intellectuellement, il est super intéressant. J'ai adoré, tant sur le plan personnel que professionnel. C'était génial, c'était une belle aventure humaine. Mais je me dis, si on a la possibilité d'agir, en tout cas à notre niveau, à notre échelle,
essayons. Donc c'est vraiment ça le switch. Je me suis dit, moi j'en ai la possibilité financièrement, donc je vais me lancer et on verra ce que ça prend. Et si jamais ça fonctionne pas, j'irai peut-être changer de job. Je vois en ce moment, il y a par exemple Make Sense qui est super intéressant. Moi, je fais un peu la promotion de Make Sense, mais voilà, on essaie d'avoir des métiers de plus en plus qui fait sens. Et j'ai l'impression que les jeunes, c'est ça qu'ils attendent, des métiers qui font sens. Sens à la fois pour soi, mais aussi sens pour le bien commun. Je sais que grâce justement maintenant à ta chaîne YouTube, tu as beaucoup finalement d'opportunités qui s'ouvrent à droite à gauche. Je sais que via l'association MO5, tu fais aussi parfois des événements dans des musées ou ce genre de choses pour justement parler un petit peu de rétro gaming, donc chose qui s'éloigne un petit peu de l'audiovisuel finalement. Est-ce que tu penses que finalement ta carrière YouTube t'a ouvert des portes auxquelles tu pensais pas de base? Oui, bien sûr, rien que le fait d'être là aujourd'hui avec vous, ça m'ouvre plein d'opportunités, me fait rencontrer tout un tas de gens. Mais surtout, c'est pour ça aussi que j'invite tous ceux qui ont un petit élan en eux, une petite envie, un petit désir de dire, je testerais bien, voir est-ce que ça pourrait me plaire, YouTube ou Twitch ou TikTok, voilà, ce genre de plateforme, peu importe. Je vous invite à foncer parce que vous n'avez rien à perdre. Au pire des cas, vous direz, bon, c'est pas fait pour moi, ça me plaît pas. Mais moi, ça me confirme tous les jours que j'aime ce que je fais, que je me suis pas trompé de voie, que vraiment l'image, la réalisation, l'audiovisuel, c'est quelque chose qui me parle, que on parlait de cinéma, voilà, je rêve d'un jour faire mon long métrage, on verra si ça se fera ou pas, mais en tout cas, voilà, je le sais que je suis à ma place dans ce milieu-là et voilà. Et Jérémy, pourquoi tu ne t'es pas tourné vers des médias plus traditionnels, toi? Parce qu'effectivement, tu penses, ton visage, j'imagine, de te lancer sur YouTube, au même titre que Edouard. Et puis peut-être aussi des financements, parce qu'on est sur un projet sociétal. Tu pourrais aussi avoir des financements un peu plus classiques, ou en tout cas peut-être publics, je ne sais pas. Effectivement, donc oui, il y a deux questions donc, sur les médias et sur le financement. Le premier sur les médias, c'est plutôt en discutant avec plusieurs réalisateurs autour de moi, je me suis rendu compte qu'il y avait des sujets plus sensibles que d'autres. Donc, je dirais que c'est plutôt pour la liberté scénaristique, de pouvoir faire des références, finalement, d'être vraiment libre là-dessus, de ne pas être bloqué. Je me rends compte, par exemple, à l'image des artistes, je reprends beaucoup les artistes de musique parce que ça fera partie intégrante de la série Echo. On va reprendre des extraits de paroles d'artistes assez connus. Pour revenir sur les artistes, bien souvent, ils vont créer leur propre label pour sortir des grands labels comme Universal Music, par exemple, pour pouvoir avoir cette liberté artistique et pouvoir défendre les sujets qu'ils ont envie. Et aussi, il y a une question de rémunération derrière, bien entendu, mais je pense qu'il y a surtout cette liberté artistique. Donc, c'est pour ça qu'on s'est dégagé des médias traditionnels pour le moment. Par contre, voilà, on n'est pas fermé à la porte, on ne leur ferme pas la porte si ils acceptent l'intégralité de la série, en tout cas des thématiques défendues par la série. Et concernant les financements, là, c'est un gros sujet. Parce que donc on souhaite faire un financement participatif, d'une part par les spectateurs, mais la grosse partie, ça va être plutôt par les partenaires. On a établi un plan de partenariat avec des critères de sélection des partenaires. Et on souhaite forcément intégrer uniquement des partenaires éthiques et solidaires. Malheureusement, c'est rarement ceux qui ont le plus d'argent. Mais j'aimerais être dans la même optique. Mais... Effectivement, non, c'est rarement ceux qui ont le plus d'argent. Après, dans l'objectif, c'est faire une cross-publicité, c'est-à-dire à travers la série, de leur faire leur publicité et inversement. Et en fonction de la portée de la série, si les artistes aussi rentrent dans le jeu, ils auront beaucoup plus d'exposition. Donc là, ça peut être intéressant. Alors peut-être les financements vont être moindres, effectivement, donc il faudra réfléchir au budget et on aura peut-être l'occasion d'en parler. J'espère qu'avec les nouvelles technologies, on pourra peut-être réduire le budget, en tout cas gagner du temps, et le temps, ça a un coût, pour justement mettre plutôt l'emphase sur la créativité.
Et bien entendu, j'aimerais quand même qu'on passe par des subventions publiques, étant donné que le projet a une dimension éducative, un petit peu à l'image d'Adibou. En fait, j'ai regardé la vidéo d'Adibou qui est très très bien d'ailleurs, au passage. Et donc voilà, un petit peu à l'image d'Adibou, on va essayer d'avoir une série qui permette d'avoir une information accessible à tout public à travers voilà, des scènes qu'on aura suffisamment bien élaborées avec des références en arrière-plan, des dialogues qui soient facilement compréhensibles pour le public. Quel conseil donneriez-vous l'un et l'autre aux jeunes qui veulent se lancer en créateur de contenu? Déjà, le premier conseil que j'aurais à donner, c'est peut-être plutôt un conseil philosophique sur ce que vous créez. Sur la création, il faut toujours aussi connaître ses motivations personnelles et les finalités de notre création. Je vais prendre peut-être un exemple parmi tant d'autres, mais on peut faire partie d'une école de cinéma, être créateur de contenu et faire de la publicité pour McDonald's. Voilà, il y a la finalité, ça gagne de l'argent, j'en suis conscient, mais voilà, est-ce que la finalité est la bonne? Personnellement, voilà, je vous interroge sur le sens. Si vous en avez besoin d'argent, faites-le. Je ne peux pas dire vous ne le faites pas. Mais si vous pouvez faire autrement, essayez d'y réfléchir. Je pense que ça peut être intéressant. Et maintenant, en termes vraiment d'école, pour moi, en ayant discuté avec un des étudiants d'ailleurs de l'école 3IS, de la filière de la communication filière en audiovisuelle plus, digitale. voilà, de la filière. Effectivement, je trouve que ils ont une très bonne réflexion pour trouver des solutions rapidement. Le matériel aussi qu'ils utilisent, moi, il m'a expliqué, alors j'ai pas tous les termes techniques, mais ils utilisent, voilà, ils ont accès à du matériel de qualité. Et puis, je dirais aussi cette proximité avec les professeurs qui est incroyable. Quand ils sont en cours, ils n'ont pas l'impression de travailler. Et donc, pour moi, ça, c'est vraiment le futur de l'éducation. C'est-à-dire qu'on ne doit pas avoir l'impression de travailler, ça ne doit pas être une tare de travailler. Et donc, je pense que la force des écoles de cinéma, c'est de leur donner cette sensation d'être toujours dans le plaisir constamment. Et en plus, c'est valorisant pour eux en tant que personne. Je trouve que voilà, ça donne énormément de valeur, de sens pour les étudiants d'être dans une école de cinéma. Oui, non, et très clairement, si vous avez la possibilité, vous, c'est le cas, vous êtes déjà dans une école de cinéma, donc je ne m'adresse pas à vous, mais il y a peut-être des gens qui nous regardent sur les plateformes, les différentes plateformes. Effectivement, si vous avez la possibilité de faire une école de cinéma, c'est un plus immense de pouvoir à la fois acquérir une expérience en termes de matériel, en termes de juste savoir comment se passe un tournage, et puis surtout avoir les connaissances, les contacts, sortir d'une école et ne pas être tout seul en fait dans son coin isolé, parce que dans ce milieu-là, tout seul, c'est compliqué. Maintenant, on sait qu'intégrer une école, moi je suis passé par là, c'est pas facile parce que les écoles publiques, c'est très compliqué d'entrer dedans, et les écoles privées, il faut avoir la possibilité financière de le faire. Moi, je sais que personnellement, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui ont pu me payer une école de cinéma, donc génial, ça m'a énormément servi. C'est pas le cas de tous. Si c'est pas votre cas, que vous n'avez pas la possibilité de faire une école de cinéma, il y a quand même d'autres moyens de réussir à bosser dans l'audiovisuel, ou en tout cas à faire de la création de contenu. Et le conseil que je donnerais, c'est tout simplement de se lancer en fait. Il n'y a pas plus bête conseil, il faut se lancer, voir si ça vous plaît ou non. Trouver, en tout cas moi je parle pour YouTube vu que c'est ma plateforme, trouver un sujet qui vous passionne vraiment, que vous avez vraiment envie de transmettre. Allez-y à fond et puis vous verrez. Est-ce que vraiment ça vous plaît? Moi je trouve qu'il y a une sorte de darwinisme dans les créateurs de contenu. On est beaucoup à se lancer, il n'y en a pas beaucoup qui restent à la fin. Et quel est le mot d'ordre finalement? C'est la passion, c'est con, c'est tout bête, mais ceux qui prennent plaisir à le faire, ils continuent. Et puis, je le rappelle encore une fois, être youtubeur, c'est pas gagner de la thune. Il y a l'immense majorité des youtubeurs, en fait, ils génèrent pas de revenus ou quasiment rien du tout. Un petit complément de salaire, ils ont juste envie de partager une passion. Il y a une communauté qui se crée. Tu peux avoir un sujet de niche,
dont 99,9% des Français n'en ont rien à faire, les trains électriques. Mais tu as 300 personnes qui sont passionnées par les trains électriques, qui sont contents quand tu sors une vidéo, parce que tu vas parler du train électrique de machin, j'y connais rien en train électrique, tu vas parler du modèle, truc, et il est content. Et ben voilà, tu as ta communauté, c'est chouette, tu fais tes vidéos, et voilà. Alors ça te permettra peut-être pas de gagner ta vie, mais tu as trouvé un espace où tu te sens bien, où tu partages, donc, Et tu crées du lien. et tu crées du lien. Alors, pour conclure, une dernière question pour vous deux. Qu'est-ce que vous répondriez-vous, pardon, à quelqu'un qui vous dit que créateur de contenu, c'est pas un vrai métier? Vous leur dites quoi? Menteur. Non, je pense que ouais, il est assez naïf. Moi, je pense que c'est, en toute honnêteté, j'ai eu cette naïveté au début de me dire, ah ouais, je vais lancer une série, ça va aller vite, etc. Je me suis vite rendu compte que non, c'est un vrai métier, ça demande une réflexion en amont, de la pré-production jusqu'à la post-production. C'est tellement de métiers différents, de spécialités différentes. Non, c'est vraiment un métier qui est tant valorisant, qui demande une exigence intellectuelle aussi. Non, ouais, c'est un métier, voilà, un métier à part entière. Complètement, ouais. Moi, de ce que j'ai vu un petit peu autour de moi, des différents youtubeurs, des amis, etc., il y a vraiment deux modèles. Effectivement, il y a quand tu te lances, et là, ça prend un temps fou parce qu'il faut que ça marche. Et même quand tu arrives à générer des revenus, et du coup, que ça devient ton activité et que c'est un métier, quoi qu'il en soit, ça demande un travail monumental parce qu'il faut créer du contenu, il faut écrire, il faut gérer ses réseaux, il faut réussir à faire de la com. C'est plein de métiers que tu gères en même temps. Et il y a pour ceux pour qui ça marche très, très bien, qui deviennent des boîtes de production et qui deviennent presque des entrepreneurs à embaucher. Moi, je connais des personnes qui, en fait, à part donner leur image, ne font plus grand-chose parce qu'ils embauchent, finalement, ils gèrent tout ce qui est production. Ils embauchent quelqu'un à l'écriture, ils embauchent quelqu'un pour venir réaliser, ils embauchent un monteur. Et presque leur métier, c'est vraiment la gestion et donner leur image, parler à la caméra pour présenter leurs vidéos. Il y en a, c'est devenu ça. Mais voilà, c'est les deux modèles que je trouve. Mais quoi qu'il en soit, effectivement, le travail est bien là, donc ça reste un métier, quoi. Eh bien, merci beaucoup en tout cas à tous les deux. Merci. Alors, Merci. C'est à vous. on va laisser la parole à tous nos étudiants, si jamais il y en a qui ont des questions, également sur Twitch, sur TikTok ou LinkedIn. Si jamais il y en a qui ont des questions, n'hésitez pas, ils sont là pour répondre à tout cela. Alors, moi, j'ai une question pour Édouard. On parle de création de contenu, donc on a compris le travail qui était attenant à cela, mais quel est le travail qui est de communiquer avec sa communauté, peut-être l'écouter, être en interaction avec elle? Est-ce que ça ne prend pas beaucoup de place, que vous avez beaucoup d'abonnés, et comment vous arrivez à tout gérer de front? Très honnêtement, au bout d'un moment, on laisse tomber. Parce qu'il y en a, effectivement, c'est trop. Il y a un moment, au début, on y prête. On y prête énormément d'attention. Et puis les échanges quand quelqu'un m'écrivait, parce qu'en fait, il y a aussi les réseaux. Quand quelqu'un m'écrit, je répondais, etc. Mais au bout d'un moment, ça prend une ampleur qui fait qu'on ne peut plus répondre. On n'en a plus le temps, plus spécialement l'envie. Alors des fois, il y a des messages très spécifiques pour lesquels je prends le temps de répondre, mais au bout d'un moment, c'est plus possible. Ça deviendrait presque un métier à part entière. Par contre, effectivement, il y a l'espace commentaire des vidéos. Là, je suis très, très attaché à ça parce que c'est naturel. Quand on crée un contenu, on a envie de savoir ce que les gens en pensent. Donc, on est très curieux de dire est-ce qu'ils ont aimé, est-ce qu'ils n'ont pas aimé, Et là, il y a effectivement cette question de se dire tiens, voilà, on me fait des remarques, des fois des critiques. Qu'est-ce que je prends en compte, qu'est-ce que je ne prends pas en compte? C'est pas toujours facile. Moi, je sais que ça a été très problématique, justement, pour revenir sur cet aspect fiction. On me le reprochait beaucoup au tout début. On me disait la fiction, c'est relou, tu veux pas juste parler de jeux vidéo, pourquoi tu nous enquiquines avec tes histoires? Et voilà, donc je me disais, est-ce qu'il faut que j'abandonne? Mais en même temps, c'est ce que j'aime, donc j'ai continué. Mais effectivement, cet échange n'est pas toujours simple, pas toujours sain, parce qu'il y a aussi ce qu'on appelle des trolls. Malheureusement, Internet, je venais sur les aspects négatifs. Internet, c'est un lieu d'anonymat. Et puis les gens peuvent se permettre de tout dire et de la manière la plus crue qu'ils le souhaitent, des fois juste pour faire du mal. Alors heureusement, c'est une infime minorité des retours, mais ça joue sur notre cerveau, ça prend une place des fois dans notre cerveau qui peut être très importante. J'ai connu des créateurs ou des créatrices, je parle vraiment de créatrices parce que malheureusement, être une femme dans ce milieu-là, c'est très compliqué. Comme dans tous les milieux, mais d'autant plus quand tu donnes de ton image, il peut y avoir des soucis de harcèlement, des soucis de vraiment des gens qui sont... il faut être fort psychologiquement pour assumer ça et réussir à mettre tout ça à distance.
Parce que, voilà, je le disais, c'est une infime partie des retours qui peuvent être méchants, qui peuvent être des trolls, etc. Mais notre cerveau est fait de telle manière que quand on ressent un danger, c'était un neurologue que je crois que j'entendais qui disait ça, quand tu ressens un danger, ton cerveau, c'est normal, c'est animal, il se focus dessus parce que faut te sauver. Et quand tu lis un commentaire qui te met une alerte, ou là, il est pas sympa lui, ton cerveau se focus là-dessus. Et c'est pas toujours simple à gérer. Et j'ai connu plein de créateurs malheureusement qui ont laissé tomber à cause de ça, à cause de la pression, à cause de ils se sentaient plus bien. Donc voilà, c'est très compliqué à gérer, mais ouais, c'est comme tout, ça s'apprend. Mais moi, j'ai réussi, en tout cas pour ma part personnelle, je termine là-dessus, j'ai réussi vraiment à prendre de la distance maintenant et je suis très cool avec ça. Et même si on m'insulte dans les commentaires, c'est pas très grave. Je suis fier de ce que je fais, donc il n'y a pas de souci. Moi, j'ai une petite question Twitch pour Edouard. Comment est géré le fait d'être créateur de contenu au niveau juridique? Par exemple, si on est tout seul et qu'on a des rémunérations, aux yeux de la loi, on est considéré comme quoi? Ouh là là, en fait, en fait, tu as besoin d'une entreprise, soit d'être auto-entrepreneur, parce qu'il faut que effectivement, faut que ce soit légal, il faut que tu annonces aux impôts ce que tu touches, etc. Moi, j'ai un comptable avec moi pour m'aider là-dessus, parce que c'est indispensable. À partir du moment où tu génères de l'argent, il faut que ce soit déclaré. Et donc, tu as plusieurs formules. Moi, la mienne, c'est que tout simplement, j'ai mon entreprise. Et ensuite, c'est avec mon comptable que je gère les versements de salaire, etc. Et tu peux être auto-entrepreneur pour faciliter les démarches quand tu commences notamment. Mais c'est toujours le même fonctionnement. Par exemple, avec YouTube, il faut facturer. Donc, tu envoies ta facture et YouTube te verse les sous qu'ils te doivent vis-à-vis des pubs qui sont mis sur ta chaîne. C'est la même chose avec les annonceurs quand tu as des partenariats avec un publicitaire, ou la même chose avec le crowdfunding. Moi, j'ai fonctionné avec crowdfunding, avec le site de Ulule. Voilà, tu as le montant que tu arrives à obtenir, puis tu factures. Et voilà, mais tout est effectivement encadré. Et ça, tu apprends au fur et à mesure. Et tu t'entoures d'un professionnel pour t'aider, parce que la comptabilité, moi, c'était pas du tout mon domaine. Moi, je voulais poser une question à Jérémy, parce que par rapport à votre parcours d'études, etc., ou même quand vous avez parlé de votre associé qui travaille avec vous, Ouais. et qui, du coup, est originaire d'Afrique, si je ne me trompe pas, Ouais. moi, je voulais savoir, en fait, d'où ça part, en fait, toute cette volonté de se conscientiser, d'apprendre beaucoup sur les sujets dont vous allez parler, en fait, dans votre série. D'où ça vient, parce que, en fait, c'est pas tellement lié forcément à votre le domaine Parcours, ouais. d'études que vous avez choisi au départ. Oui, effectivement. Alors, d'où ça part? Ça, c'est une bonne question. C'est vraiment une bonne question. D'où ça part? C'est vraiment la conscience des enjeux actuels. C'est vraiment dire, moi personnellement, j'ai pas d'enfant. Lui, il en a. Et donc, voilà, on a envie d'agir en fait pour notre génération, pour les suivantes. C'est vraiment. Je dis pas il y a eu urgence, mais voilà, il faut s'activer. Il faut réussir à s'organiser, il faut réussir à fédérer toutes les initiatives, parce que moi, c'est ça le sujet que j'ai vu. Il y en a partout des bonnes initiatives. Bon, aujourd'hui, on n'arrive pas à les fédérer, et je pense que au-dessus, ils viennent essouffler un petit peu les bonnes initiatives. Moi, c'est ce que j'observe dans les associations. On vient de les essouffler. C'est ce je parlais un petit peu aussi dans l'allégorie du jardin, c'est-à-dire que les mauvaises herbes essoufflent un petit peu ces belles fleurs. On les empêche de pousser. Finalement, les grandes multinationales accaparent en fait tous les bénéfices à droite, à gauche. Donc, je pense voilà, ça part vraiment d'un constat, d'un constat et de l'envie d'être poussé à agir. Moi, je vais poser une dernière question avant qu'on termine. École de cinéma oblige, je pense qu'il y en a beaucoup ici qui se posent une question sur leur avenir après l'école. Est-ce que je continue l'audiovisuel? Est-ce que c'est toujours une question très compliquée de répondre à ça? Vous qui êtes déjà du coup dans l'audiovisuel, qu'est-ce que vous pourriez dire? Est-ce que vous êtes content de vous être engagé dans l'audiovisuel, qui est quelque chose toujours un petit peu risqué, on va dire? Est-ce que vous encourageriez les gens à se lancer dans l'audiovisuel? Bien sûr que j'encourage quelqu'un qui est attiré par ça et qui en a la possibilité, encore une fois, bien entendu que je l'encourage à faire une école d'audiovisuel. De toute façon, ce sera une expérience, quoi qu'il en soit, ce sera une corde à son arc.
Et maintenant, de l'expérience que j'en ai, si tu as vraiment la motivation, si tu en as vraiment l'envie, si tu t'en donnes les moyens, tu y arriveras parce qu'il y a du boulot. C'est en pleine expansion. Maintenant, les vidéos, on en a besoin partout. La vidéo, c'est en train d'exploser. Tout le monde chaque entreprise a besoin de sa vidéo, de son pôle vidéo, etc. Donc, quoi qu'il en soit, il y a du boulot. Effectivement, si on en a les moyens, si on s'en donne les moyens, vous bosserez dedans. Après, voilà, j'ai vu plein de personnes malheureusement abandonner. C'est parce que c'était finalement pas ce qui leur plaisait, parce que c'est pas ce qui leur convenait, parce que les sacrifices peut-être à un moment étaient trop importants. Mais en tout cas, oui, c'est un conseil que je donne. Si vous en avez la possibilité, foncez. Quoi qu'il en soit, vous apprendrez plein de choses, des choses qui seront utiles, parce que savoir gérer une caméra, un logiciel de montage, ça servira aujourd'hui, ça sera utile quoi qu'il en soit à un moment ou à un autre. L'école de cinéma intègre déjà l'éducation de demain sur un même projet, travailler tous ensemble. Et finalement, si l'éducation nationale aussi adaptait leurs exercices pour faire des exercices et y répondre tous ensemble, ça tiendrait compte finalement des personnalités de chacun. Et au lieu de les mettre tous dans la même boîte, pour reprendre un petit peu Pierre Rabhi. Donc je trouve que l'école de cinéma est vraiment une pépinière sur laquelle on peut s'attarder pour se dire ah oui, c'est peut-être là-dessus le futur de l'éducation. On devrait regarder ce qu'ils font pour aboutir à une seule œuvre. Est-ce qu'il n'y aurait peut-être pas justement des éléments à piocher pour réfléchir autrement l'éducation? Merci beaucoup. On va clôturer cette masterclass. Donc, merci à tous pour votre participation. Merci à vous deux, Jérémy et Édouard. Et puis à très bientôt pour une prochaine masterclass. Super. Merci beaucoup. Merci. Merci.